Contes fantastiques de Théophile Gautier. Lu par Antoine Sarrazin. Réalisation Sabine Zoviglian. Épisode 1. La cafetière. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Coïc et Pedrino Borgnoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps, qui à notre départ promettait d'être superbe, s'avisa de changer tout à coup, et il tomba tant de pluie que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la bourbe jusqu'aux genoux. Une couche épaisse de terre grasse était attachée aux semelles de nos bottes, et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Nous étions harassés. Aussi notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous eûmes soupé, nous fit conduire chacun dans notre chambre. La mienne était vaste. Je sentis en y entrant comme un frisson de fièvre, car il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au temps de la Régence, à voir les dessus de portes de boucher représentant les 4 saisons, les meubles surchargés d'ornements de rocaille du plus mauvais goût, et les trumeaux des glaces sculptés lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppes à poudrer, paraissait avoir servi la veille. 2 ou 3 robes de couleurs changeantes, un éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parquet bien ciré, et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écaille ouverte sur la cheminée était pleine de tabac encore frais. Je ne remarquai ces choses qu'après que le domestique, déposant son bougeoir sur la table de nuit, m'eût souhaité un bon somme. Et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Je me déshabillai promptement, je me couchai, et pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermai bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner et de voir. Le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés pendus à la muraille. C'étaient les aïeux de notre hôte. Des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque, et de belles dames au visage fardé et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre, et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Car les prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d'une façon singulière. Leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une terreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur mon front, mes dents s'entrechoquèrent à se briser, une sueur froide inonda tout mon corps. La pendule sonna 11 heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps, et lorsqu'il fut éteint tout à fait, oh non. Je n'ose pas dire ce qui arriva. Personne ne me croirait, et l'on me prendrait pour un fou. Les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet, sans qu'aucun être visible lui imprimât le mouvement, se prit à souffler le feu, en râlant comme un vieillard asthmatique, pendant que les pincettes fourgonnaient dans les tisons et que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta au bas d'une table où elle était posée
et se dirigea clopin-clopant vers le foyer où elle se plaça entre les tisons. Quelques instants après, les fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant leurs pieds tortillés d'une manière surprenante, vinrent se ranger autour de la cheminée. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tous, celui d'un gros joufflu à barbe grise, sortit en grimaçant la tête de son cadre et, après de grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondi entre les haies étroits de la bordure, sauta lourdement par terre. Il n'eut pas plus tôt pris haleine qu'il tira de la poche de son pourpoint une clé d'une petitesse remarquable. Il souffla dedans pour s'assurer si la fourrure était bien nette, et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer aisément les figures qu'ils refermaient. Petits abbés poupins, douairières sèches et jaunes, magistrats à l'air grave ensevelis dans de grandes robes noires, petits maîtres en bas de soie, en culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut, tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. Ces dignes personnages s'assirent. La cafetière sauta légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanches et bleues qui accoururent spontanément de dessus un secrétaire, chacune d'elles munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Quand le café fut pris, tasses, cafetière et cuillère disparurent à la fois, et la conversation commença, certes la plus curieuse que j'aie jamais ouïe, car aucun de ces étranges causeurs ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. Je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre l'aiguille, qui marchait vers minuit à pas imperceptibles. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit « Voici l'heure. Il faut danser. » Toute l'assemblée se leva. Les fauteuils se reculèrent de leur propre mouvement. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame, et la même voix dit « Allons, messieurs de l'orchestre, commencez !» J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre une chasse aux cerfs où plusieurs valets donnaient du corps. Les piqueurs et les musiciens qui, jusque-là, n'avaient fait aucun geste, inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Le maestro leva sa baguette, et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On dansa d'abord le menuet. Mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordaient mal avec ces graves révérences. Aussi chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter, comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes, froissées dans ce tourbillon dansant, rendaient des sons d'une nature particulière. On aurait dit le bruit d'ailes d'un vol de pigeons. Le vent qui s'engouffrait par-dessous les gonflait prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air de cloches en branle. L'archet des virtuoses passait si rapidement sur les cordes qu'il en jaillissait des étincelles électriques. Les doigts des flûteurs se haussaient et se baissaient comme s'ils eussent été de vif argent. Les joues des piqueurs étaient enflées comme des ballons, et tout cela formait un déluge de notes et de trilles si pressés et de gammes ascendantes et descendantes si entortillées, si inconcevables, que les démons eux-mêmes n'auraient pu 2 minutes suivre une pareille mesure. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper la cadence. Ils sautaient, cabriolaient, faisaient des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de 3 pieds de haut, tant que la sueur, leur coulant du front sur les yeux, leur emportait les mouches et le phare. Mais ils avaient beau faire, l'orchestre les devançait toujours de 3 ou 4 notes. La pendule sonna 1 heure. Ils s'arrêtèrent.
je vis quelque chose qui m'était échappé. Une femme qui ne dansait pas. Elle était assise dans une bergère au coin de la cheminée et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blond cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes, que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Et je sentis que, si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait elle. Je me précipitai hors du lit, d'où jusque-là je n'avais pu bouger, et je me dirigeai vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je puisse m'en rendre compte, et je me trouvai à ses genoux, une de ses mains dans les miennes, causant avec elle comme si je l'eusse connue depuis 20 ans. Mais par un prodige bien étrange, tout en lui parlant, je marquai d'une oscillation de tête la musique qui n'avait pas cessé de jouer. Et quoique je fusse au comble du bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car levant vers le cadran de l'horloge la main que je ne tenais pas, « Quand l'aiguille sera là, nous verrons, mon cher Théodore. » Je ne sais comment cela se fit, je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi appeler par mon nom, et nous continuâmes à causer. Enfin, l'heure indiquée sonna. La voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit « Angela, vous pouvez danser avec monsieur, si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. » « N'importe, » répondit Angela d'un ton boudeur, et elle passa son bras d'ivoire autour de mon cou. « Restissimo !» cria la voix. Et nous commençâmes à valser. Le sein de la jeune fille touchait ma poitrine. Sa joue veloutée effleurait la mienne, et son haleine suave flottait sur ma bouche. Jamais de la vie je n'avais éprouvé une pareille émotion. Mes nerfs tressaillaient comme des ressorts d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrents de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant cet état n'avait rien de pénible. J'étais inondé d'une joie ineffable, et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et chose remarquable, quoique l'orchestre eût triplé de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient « Bravo !» et frappaient de toute leur force dans leurs mains qui ne rendaient aucun son. Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenantes, parut tout à coup se fatiguer. Elle pesait sur mon épaule comme si les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds, qui une minute auparavant effleuraient le plancher, ne s'en détachaient que lentement, comme s'ils eussent été chargés d'une masse de plomb. « Angela, vous êtes lasse, lui dis-je. Reposons-nous. »« Je le veux bien, répondit-elle en s'essuyant le front avec son mouchoir. Mais pendant que nous valsions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil, et nous sommes deux. »« Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange? Je vous prendrai sur mes genoux. » Sans faire la moindre objection, Angela s'assit, m'entourant de ses bras comme d'une écharpe blanche, cachant sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu, car elle était devenue froide comme un marbre. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes dans cette position, car tous mes sens étaient absorbés dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi, et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme, dégagée de sa prison de boue, nageait dans le vague et l'infini. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre.
les pensées d'Angela se révélant à moi sans qu'elle eût besoin de parler, car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre, et les rayons partis de sa poitrine perçaient la mienne de part en part. L'alouette chanta. Une lueur pâle se joua sur les rideaux. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se leva précipitamment, me fit un geste d'adieu, et après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi d'effroi, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que d'y penser. Je ne trouvai rien que la cafetière, brisée en 1000 morceaux. À cette vue, persuadé que j'avais été le jouet de quelque illusion diabolique, une telle frayeur s'empara de moi que je m'évanouis. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Cohic et Pedrino Borgnioli se tenaient debout à mon chevet. Aussitôt que j'eus ouvert les yeux, Arrigo s'écria. « Ah, ce n'est pas dommage. Voilà bientôt 1 heure que je te frotte les tempes d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit ? Ce matin, voyant que tu ne descendais pas, je suis entré dans ta chambre et je t'ai trouvé tout du long étendu par terre, en habit à la française, serrant dans tes bras un morceau de porcelaine brisée, comme si c'eût été une jeune et jolie fille. Pardieu, c'est l'habit de noces de mon grand-père, dit l'autre en soulevant une des basques de soie fond rose à ramages verts. Voilà les boutons de strass et de filigrane qu'il nous vantait tant. Théodore l'aura trouvé dans quelque coin et l'aura mis pour s'amuser. Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal ? Ajouta Borgnioli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c'est une belle occasion de faire des minauderies. Ce n'est qu'une faiblesse qui m'a pris. Je suis sujet à cela, répondis-je sèchement. Je me levai, je me dépouillai de mon ridicule accoutrement. Et puis l'on déjeuna. Mes 3 camarades mangèrent beaucoup et burent encore plus. Moi, je ne mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait d'étranges distractions. Le déjeuner fini, comme il pleuvait à verse, il n'eut pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Borgnioli tambourina des marches guerrières sur les vitres. Arrigo et l'hôte firent une partie de dames. Moi, je tirai de mon album un carré de vélin et je me mis à dessiner. Les linéaments presque imperceptibles tracés par mon crayon, sans que j'y eusse songé le moins du monde, se trouvèrent représentés avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière, qui avait joué un rôle si important dans les scènes de la nuit. « C'est étonnant comme cette tête ressemble à ma sœur Angela, » dit l'hôte, qui, ayant terminé sa partie, me regardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux et mélancolique d'Angela. De par tous les saints du paradis, est-elle morte ou vivante ? M'écriai-je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. Elle est morte, il y a 2 ans, d'une fluxion de poitrine à la suite d'un bal. Hélas, répondis-je douloureusement. Et retenant une larme qui était près de tomber, je replaçai le papier dans l'album. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi de bonheur sur la terre. C'était Les Contes fantastiques de Théophile Gautier, lu par Antoine Sarrazin. Réalisation Sabine Zoviglian.
Contes fantastiques de Théophile Gautier. Lu par Antoine Sarrazin. Réalisation Sabine Zovigian. Épisode 2. Le pied de momie. J'étais entré par désœuvrement chez un de ces marchands de curiosités, dit marchand de bric-à-brac dans l'argot parisien. C'est quelque chose qui tient à la fois de la boutique du ferrailleur, du magasin du tapissier, du laboratoire de l'alchimiste et de l'atelier du peintre. Dans ces antres mystérieux où les volets filtrent un prudent demi-jour, ce qu'il y a de plus notoirement ancien, c'est la poussière. Le magasin de mon marchand de bric-à-brac était un véritable capharnaüm. Tous les siècles et tous les pays semblaient s'y être donné rendez-vous. Une lampe étrusque de terre rouge posait sur une armoire de boulle. Une duchesse du temps de Louis XV allongeait nonchalamment ses pieds de biche sous une épaisse table du règne de Louis XIII. Des portraits de toutes les époques souriaient à travers leur vernis jaune dans les cadres plus ou moins fanés. Le marchand me suivait avec précaution dans le tortueux passage pratiqué entre les piles de meubles, surveillant mes coudes avec l'attention inquiète de l'antiquaire et de l'usurier. « Ne m'achèterez-vous rien aujourd'hui, monsieur ?» Voilà un Chris-Malais dont la lame ondule comme une flamme. C'est une arme féroce, d'un beau caractère et qui ferait très bien dans votre trophée. Non, j'ai assez d'armes et d'instruments de carnage. Je voudrais une figurine, un objet quelconque qui pût me servir de serre-papier, car je ne puis souffrir tous ces bronzes de pacotille que vendent les papetiers, et qu'on retrouve invariablement sur tous les bureaux. Le vieux gnome, furetant dans ses vieilleries, étala devant moi des bronzes antiques ou soi-disant tels. J'hésitais entre un dragon de porcelaine tout constellé de verrues, la gueule ornée de crocs et de barbelures, et un petit fétiche mexicain fort abominable, quand j'aperçus un pied charmant que je pris d'abord pour un fragment de Vénus antique. Il avait ces belles teintes fauves et rousses qui donnent au bronze florentin cet aspect chaud et vivace, si préférable au ton vert de grisé des bronzes ordinaires qu'on prendrait volontiers pour des statues en putréfaction. Des luisants satinés frissonnaient sur ces formes rondes et polies par les baisers amoureux de 20 siècles. Car ce devait être un airain de Corinthe, un ouvrage du meilleur temps, peut-être une fonte de Lysippe. « Ce pied fera mon affaire, » dis-je au marchand, qui me regarda d'un air ironique et sournois en me tendant l'objet demandé pour que je puisse l'examiner plus à mon aise. Je fus surpris de sa légèreté. Ce n'était pas un pied de métal, mais bien un pied de chair, un pied embaumé, un pied de momie. En regardant de près, l'on pouvait distinguer le grain de la peau et la gaufrure presque imperceptible imprimée par la trame des bandelettes. Les doigts étaient fins, délicats, terminés par des ongles parfaits, purs et transparents comme des agates. Le pouce, un peu séparé, contrariait heureusement le plan des autres doigts à la manière antique et lui donnait une attitude dégagée, une sveltesse de pied d'oiseau. La plante, à peine rayée de quelques hachures invisibles, montrait qu'elle n'avait jamais touché la terre et ne s'était trouvée en contact qu'avec les plus fines nattes de roseaux du Nil et les plus moelleux tapis des peaux de panthère. « Ah ah ! Vous voulez le pied de la princesse Hermontis » dit le marchand avec un ricanement étrange, en fixant sur moi ses yeux de hibou. « Pour un serre-papier, idée originale, idée d'artiste. Qui aurait dit au vieux pharaon que le pied de sa fille adorée servirait de serre-papier l'aurait bien surpris. Lorsqu'il faisait creuser une montagne de granit pour y mettre le triple cercueil peint et doré, tout couvert d'hiéroglyphes avec de belles peintures du jugement des âmes.
ajouta à demi-voix et comme se parlant à lui-même le petit marchand singulier. Combien me vendrez-vous ce fragment de momie? Ah, le plus cher que je pourrais, car c'est un morceau superbe. Si j'avais le pendant, vous ne l'auriez pas à moins de 500 francs. La fille d'un pharaon, rien n'est plus rare. Assurément, cela n'est pas commun. Mais enfin, combien en voulez-vous? D'abord, je vous avertis d'une chose, c'est que je ne possède pour trésor que 5 louis. 5 louis, le pied de la princesse Hermontis, c'est bien peu. Très peu, en vérité. Un pied authentique, dit le marchand en hochant la tête et en imprimant à ses prunelles un mouvement rotatoire. Allons, prenez-le. Et je vous donne l'enveloppe par-dessus le marché, ajouta-t-il en le roulant dans un vieux lambeau de Damas. Il coula les pièces d'or dans une espèce d'aumônière Moyen-Âge pendant à sa ceinture en répétant « Le pied de la princesse Hermontis servir de serre-papier ». Puis, arrêtant sur moi ses prunelles phosphoriques, il me dit avec une voix stridente comme le miaulement d'un chat qui vient d'avaler une arête « Le vieux pharaon ne sera pas content. Il aimait sa fille, ce cher homme. » Vous en parlez comme si vous étiez son contemporain. Quoique vieux, vous ne remontez cependant pas aux pyramides d'Égypte, lui répondis-je en riant du seuil de la boutique. Je rentrai chez moi, fort content de mon acquisition. Pour la mettre tout de suite à profit, je posai le pied de la divine princesse Hermontis sur une liasse de papier. L'effet était charmant, bizarre et romantique. Très satisfait de cet embellissement, je descendis dans la rue et j'allais me promener avec la gravité convenable et la fierté d'un homme qui a sur tous les passants qu'il coudoie l'avantage ineffable de posséder un morceau de la princesse Hermontis, fille de Pharaon. Heureusement, la rencontre de quelques amis vint me distraire de mon engouement de récent acquéreur. Je m'en allai dîner avec eux. Quand je revins le soir, une vague bouffée de parfum oriental me chatouilla délicatement l'appareil olfactif. La chaleur de la chambre avait attiédi le natrum, le bitume, et la myrrhe dans lesquelles les parachites inciseurs de cadavres avaient baigné le corps de la princesse. C'était un parfum doux, quoique pénétrant, un parfum que 4000 ans n'avaient pu faire évaporer. Le rêve de l'Égypte était l'éternité. Ces odeurs ont la solidité du granit et durent autant. Je bus bientôt à pleine gorgée dans la coupe noire du sommeil. Pendant 1 heure ou 2, tout resta opaque. L'oubli et le néant m'inondaient de leurs vagues sombres. Cependant, mon obscurité intellectuelle s'éclaira. Les songes commencèrent à m'effleurer de leur vol silencieux. Les yeux de mon âme s'ouvrirent, et je vis ma chambre telle qu'elle était effectivement. J'aurais pu me croire éveillé, mais une vague perception me disait que je dormais et qu'il allait se passer quelque chose de bizarre. L'odeur de la myrrhe avait augmenté d'intensité, et je sentais un léger mal de tête que j'attribuais fort raisonnablement à quelques verres de vin de champagne que nous avions bu aux dieux inconnus et à nos succès futurs. Je regardais dans ma chambre avec un sentiment d'attente que rien ne justifiait. Les meubles étaient parfaitement en place, la lampe brûlait sur la console, les rideaux pendaient languissamment, tout avait l'air endormi et tranquille. Tout à coup, je vis remuer le pli d'un de mes rideaux, et j'entendis un piétinement comme d'une personne qui sauterait à cloche-pied. Je dois avouer que j'eus chaud et froid alternativement, que je sentis un vent inconnu me souffler dans le dos, et que mes cheveux firent sauter en se redressant ma coiffure de nuit à 2 ou 3 pas. Les rideaux s'entr'ouvrirent, et je vis s'avancer la figure la plus étrange qu'on puisse imaginer. C'était une jeune fille, café au lait très foncé, d'une beauté parfaite et rappelant le type égyptien le plus pur.
Elle avait des yeux taillés en amande, avec des coins relevés et des sourcils tellement noirs qu'ils paraissaient bleus. Son nez était d'une coupe délicate, presque grecque pour la finesse. Ses bras minces et tournés en fuseau, comme ceux des très jeunes filles, étaient cerclés d'espèces d'emprises de métal et de tours de verroterie. Ses cheveux étaient nattés en cordelettes et sur sa poitrine pendait une idole en pâte verte que son fouet à 7 branches faisait reconnaître pour l'Isis, conductrice des âmes. Quant à son costume, il était très étrange. Figurez-vous un pagne de bandelettes chamarré d'hiéroglyphes noirs et rouges, empesé de bitume et qui semblait appartenir à une momie fraîchement démaillotée. Par un de ces sauts de pensée si fréquents dans les rêves, j'entendis la voix fausse et enrouée du marchand de bric-à-brac. « Le vieux pharaon ne sera pas content, il aimait beaucoup sa fille, ce cher homme. » Particularité étrange et qui ne me rassura guère, l'apparition n'avait qu'un seul pied. L'autre jambe était rompue à la cheville. Elle se dirigea vers la table où le pied de momie s'agitait et frétillait avec un redoublement de vitesse. Arrivée là, elle s'appuya sur le rebord et je vis une larme germer et perler dans ses yeux. Quoiqu'elle ne parlât pas, je discernais clairement sa pensée. Elle regardait le pied, car c'était bien le sien, avec une expression de tristesse coquette d'une grâce infinie. Mais le pied sautait et courait çà et là comme s'il eût été poussé par des ressorts d'acier. 2 ou 3 fois, elle étendit sa main pour le saisir, mais elle n'y réussit pas. Alors il s'établit entre la princesse Hermontis et son pied, qui paraissait doué d'une vie à part, un dialogue très bizarre dans un coffte très ancien. Heureusement que cette nuit-là, je savais le coffte en perfection. La princesse Hermontis disait d'un ton de voix doux et vibrant, comme une clochette de cristal, « Eh bien, mon cher petit pied, vous me fuyez toujours? J'avais pourtant bien soin de vous. Je vous baignais d'eau parfumée dans un bassin d'albâtre. Vos ongles étaient coupés avec des pinces d'or et polis avec de la dent d'hippopotame. Et vous portiez un des corps les plus légers que puisse souhaiter un pied paresseux. » Le pied répondit d'un ton boudeur et chagrin. « Vous savez bien que je ne m'appartiens plus. J'ai été acheté et payé. Le vieux marchand savait bien ce qu'il faisait. Il vous en veut toujours d'avoir refusé de l'épouser. C'est un tour qu'il vous a joué. Avez-vous 5 pièces d'or pour me racheter? » « Hélas, non. Mes pierreries, mes anneaux, mes bourses d'or et d'argent, tout m'a été volé, » répondit la princesse Hermontis avec un soupir. « Princesse, m'écriai-je alors, je n'ai jamais retenu injustement le pied de personne. Bien que vous n'ayez pas les 5 louis qu'il m'a coûté, je vous le rends de bonne grâce. Je serais désespéré de rendre boiteuse une aussi aimable personne que la princesse Hermontis. » Je débitai ce discours d'un ton régence et troubadour qui dut surprendre la belle égyptienne. Elle tourna vers moi un regard chargé de reconnaissance et ses yeux s'illuminèrent de lueurs bleuâtres. Elle prit son pied, qui cette fois se laissa faire, comme une femme qui va mettre son brodequin, et l'ajusta à sa jambe avec beaucoup d'adresse. « Oh, comme mon père va être content, lui qui était si désolé de ma mutilation. Venez avec moi, il vous recevra bien, vous m'avez rendu mon pied. » Je trouvai cette proposition toute naturelle. J'endossai une robe de chambre à grand ramage, qui me donnait un air très pharaonesque. Je chaussai à la hâte des babouches turques, et je dis à la princesse Hermontis que j'étais prêt à la suivre. Hermontis, avant de partir, détacha de son col la petite figurine de pâte verte et la posa sur les feuilles éparses qui couvraient la table. « Il est bien juste, dit-elle en souriant, que je remplace votre serre-papier. » Elle me tendit sa main, qui était douce et froide comme une peau de couleuvre, et nous partîmes. Nous filâmes pendant quelque temps avec la rapidité de la flèche dans un milieu fluide et grisâtre, où des silhouettes à peine ébauchées passaient à droite et à gauche. Un instant, nous ne vîmes que l'eau et le ciel.
quelques minutes après, des obélisques commencèrent à pointer. Des pylônes, des rampes côtoyées de sphinx se dessinèrent à l'horizon. Nous étions arrivés. Je vis, assis sur des trônes, les rois des races souterraines. C'étaient de grands vieillards secs avec des yeux d'une fixité de sphinx et de longues barbes blanchies par la neige des siècles. Derrière eux, les peuples embaumés se tenaient debout dans les poses rois des contraintes de l'art égyptien, gardant éternellement l'attitude prescrite par le codex hiératique. Tous les pharaons étaient là. À travers le brouillard des éternités, je distinguais vaguement les 72 rois pré-adamites avec leurs 72 peuples à jamais disparus. Après m'avoir laissé quelques minutes pour jouir de ce spectacle vertigineux, la princesse Hermontis me présenta au pharaon son père, qui me fit un signe de tête fort majestueux. « J'ai retrouvé mon pied, j'ai retrouvé mon pied !» criait la princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre avec tous les signes d'une joie folle. « C'est monsieur qui me l'a rendu !» Les races de Kémé, les races de Nahasi, toutes les nations noires, bronzées, cuivrées, répétaient en chœur « La princesse Hermontis a retrouvé son pied !» Par Homs, chien des enfers, et par Tmei, fille du soleil et de la vérité, voilà un brave et digne garçon, dit le pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par une fleur de lotus. Que veux-tu pour ta récompense ? Fort de cette audace que donnent les rêves, où rien ne paraît impossible, je lui demandai la main d'Hermontis. La main pour le pied me paraissait une récompense antithétique d'assez bon goût. Le pharaon ouvrit tout grand ses yeux de verre, surpris de ma plaisanterie et de ma demande. « De quel pays es-tu et quel est ton âge ?»« Je suis français et j'ai 27 ans. » Vénérable pharaon. 27 ans, et il veut épouser la princesse Hermontis qui a 30 siècles, s'écrièrent à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations. Hermontis seul ne parut pas trouver ma requête inconvenante. Si tu avais seulement 2000 ans, reprit le vieux roi, je t'accorderais bien volontiers la princesse, mais la disproportion est trop forte. Et puis il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous conserver. Les derniers qu'on a apportés il y a 15 siècles à peine ne sont plus qu'une pincée de cendres. Regarde, ma chair est dure comme du basalte, mes os sont des barres d'acier. Regarde comme je suis vigoureux encore, et comme mes bras tiennent bien, dit-il en me secouant la main à l'anglaise, de manière à me couper les doigts avec mes bagues. Il me serra si fort que je m'éveillai. Et j'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. « Ah, ça, enragé dormeur, faudra-t-il te faire porter au milieu de la rue et te tirer un feu d'artifice aux oreilles? Il est plus de midi. Tu ne te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de Monsieur Aguado ?»« Mon Dieu, je n'y pensais plus, répondis-je en m'habillant. Nous allons y aller. J'ai la permission ici, sur mon bureau. » Je m'avançai effectivement pour la prendre, mais jugez de mon étonnement lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à sa place par la princesse Hermontis. C'était Les Contes Fantastiques de Théophile Gautier, lu par Antoine Sarrazin. Réalisation Sabine Zovigian.